D'ici quelques jours, ce sera le salon de Genève qui va ouvrir ses portes, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça bouge quand même beaucoup dans l'automobile en ce moment, que ce soit chez les constructeurs ou chez les équipementiers. On reçoit ce soir Jacques Achimbrois. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le PDG de Valeo, bien entendu, et ce que vous nous dites, en gros, et à la suite des résultats d'ailleurs que vous avez publiés il y a quelques jours, c'est qu'il ne faut pas qu'on regarde notre paillasson. La situation dans le marché automobile n'est pas si morose et si mauvaise que ça au niveau mondial. Vous avez raison, je crois qu'on regarde souvent l'horloge à son propre clocher. Vous Ouais. dites notre propre paillasson. Le marché mondial de l'automobile est en croissance. Il y a eu une crise en 2009, il ne faut pas la négliger, il y a eu d'immenses impacts. Mais on a, par exemple, nous, Valeo, augmenté notre chiffre d'affaires depuis cette crise de plus de 45%. Le marché mondial a été en croissance globale l'année dernière de 4%. Et les perspectives pour cette année sont entre 3 et 4%, donc une Mmh. croissance forte au niveau mondial. Et cette croissance, malgré un ralentissement prononcé qu'on imagine à -5% en Europe. Donc c'est une croissance mondiale dont une entreprise comme Valeo profite bien sûr. Sur les marchés émergents, bien évidemment, et peut-être américains aussi, qui se portent peut-être moins mal que les autres. Après la Mais crise qu'il y a eu, il y a eu 2 réponses ouais. assez différentes sur le marché nord-américain et sur l'Europe. L'Europe, il y a eu les fameuses primes à Mmh, la casse mmh. qui ont soutenu le marché pendant ces périodes de crise. Les États-Unis n'ont pas fait de prime à la casse ou de façon très, très ponctuelle et très marginale. Par contre, ont permis à 2 des grandes entreprises américaines, GM et Chrysler, de se restructurer en Mmh. profondeur. Et maintenant, le marché est reparti à la hausse et les résultats des entreprises américaines, que ce soit GM, Ford et Chrysler, sont en très, très nette amélioration. Alors, ce qui est important quand même dans les annonces que vous avez fait ces derniers jours, Jacques Achimbrois, c'est quand même cette annonce de massivement recruter dans les mois qui viennent. Tu vois, c'est de l'algèbre, assez simple. On avait annoncé il y a quelques mois, en fait, c'était dans une réunion investisseurs, en mars, qu'on allait croître notre chiffre d'affaires d'à peu près 8% par an, et atteindre d'un chiffre d'affaires à l'époque qui était un peu moins de 10 milliards de l'ordre de 14 milliards en 2015. On Ouais. est complètement en ligne avec ces perspectives et je crois que la bonne nouvelle des années dernières, de 2011, c'est le très fort carnet de commandes de près de 15 milliards que nous avons, qui sous-tend la croissance future. Et quand on regarde le chiffre d'affaires, le nombre de personnes qu'on a aujourd'hui, pour atteindre ces 14 milliards de chiffre d'affaires, voire un peu plus en 2015, il faut recruter. Je ne connais pas d'industrie qui se développe sans usine. Et donc, il faudra qu'on crée au niveau mondial de l'ordre de 15 000 emplois. Mmh. C'est encore une fois de la mathématique simple. Oui, enfin, c'est Euh, de l'arithmétique qui fait plaisir en ce moment, c'est parce de que l'arithmétique qui fait plaisir et surtout, c'est pas toujours le nous cas. avons délibérément choisi de renforcer notre recherche et développement Oui, en France. ouais. Nous avons un potentiel important en France et en Allemagne, mais principalement en France. Le crédit d'impôt recherche est un outil qui nous permet d'avoir une recherche en France très compétitive et donc on créera, comme on a créé en 2011, à peu près 300, chercheurs. On a recruté Mmh. 300 chercheurs en France. On continuera à peu près à ce rythme dans les années qui viennent, Donc 15 000 embauches, 300 en France, mmh, par an, par an. par an. Mais on sent bien d'ailleurs, et c'est le discours que tiennent beaucoup de capitaines d'industrie en ce moment, la R&D, oui en France, l'outil industriel, c'est plus vraiment la question, quoi. C'est un peu ce que vous nous dites aussi, c'est-à-dire qu'on va recruter des chercheurs et des ingénieurs, mais pour l'ouvrier Valeo, ça va pas forcément être ça la priorité. Alors, je répondrai pas tout à fait comme ça. Je crois que quand on regarde nos chiffres de 2011, on a renforcé notre outil industriel en France. On a recruté 1000 personnes, 300 opérateurs et 600 ingénieurs et cadres, dont les 300 ingénieurs dont je parlais tout à l'heure. Mmh. On a renforcé notre outil industriel en France. On exporte à partir de notre base française. On investit en France, sur, les, quelques 500 millions, voire plus d'investissements qu'on nous a fait l'année dernière. Il y en a 60 en Asie et en pays émergents, Mmh. là où il y a la croissance, mais aussi de l'ordre de 20 qui est à peu près le poids de la France dans le chiffre d'affaires de Valeo. Donc on renforce notre outil industriel en France avec un souci permanent, il faut qu'on soit compétitif par rapport à nos principaux concurrents qui sont les Allemands. Il faut qu'on le fasse, vous savez, il n'y a pas de magie, les chiffres sont têtus. Je suis absolument persuadé que ce problème de compétitivité du site France sera réglé dans les années qui viennent. Et la TVA sociale ou anti-délocalisation, c'est une réponse alors ou pas? C'est une des nombreuses réponses qu'il peut y avoir. Je ne vais pas me prononcer Mmh. sur un sujet. Encore une fois, les chiffres sont têtus. Ce problème sera réglé d'une façon ou d'une autre. Moi, j'en suis intimement Ouais. convaincu. C'est pour ça qu'on continue d'investir en France. Mais encore une fois, il faut que nos sites
français soient compétitifs. Il n'est pas question d'avoir en France des sites qui ne gagnent pas d'argent. Sachant que sur l'automobile, on l'a vu avec les chiffres de l'INSEE d'ailleurs, hein, publiés récemment, on fait à peu près jeu égal avec les Allemands sur le coût du travail dans l'automobile, au sens Oui, large. je me reconnais pas complètement dans les Ça- chiffres que j'ai entendus aujourd'hui. Quand on regarde globalement l'industrie et quand on regarde les chiffres que je connais, le coût de l'heure travaillée en France me semble supérieur au coût de l'heure travaillée en Allemagne. Dans nos métiers, on dit toujours aussi, il faut de la valeur ajoutée en France, on n'a peut-être pas assez de recherche en France, on n'a peut-être Hmm, pas assez... Nos principaux concurrents sont allemands, nos principaux clients sont allemands, qui oui, représentent au niveau mondial 30% de notre chiffre d'affaires, hmm. à égalité avec nos clients asiatiques, 30% du chiffre d'affaires. Nos clients français, on est très heureux que nos clients français représentent 20% de notre chiffre d'affaires. Ce que vous dites, On c'est est, que la concurrence, elle est intra-européenne, là. elle est Oui. intra-européenne, on est un métier mondial parce qu'on répond à des plateformes mondiales, mais on produit Hmm, localement, on hmm. produit en Europe pour l'Europe, en Chine pour la Chine, aux États-Unis pour l'Amérique du Nord ou au Mexique pour l'Amérique du Nord. Nos principaux concurrents sont allemands. Il Mmh. faut qu'on Mmh. soit compétitif en France contre nos concurrents allemands. C'est absolument clé. Vous avez donné un chiffre très intéressant, Jacques Chambrois, d'ailleurs. 20% de votre résultat, c'est la France, quoi. C'est Non, ça le 20% de poids du notre chiffre chiffre d'affaires. d'affaires. Notre Du chiffre chiffre d'affaires. d'affaires. C'est aussi ce qu'on retrouve dans pas mal d'autres entreprises, de grandes enseignes et grandes entreprises françaises. Euh, du coup, ça veut pas dire grand-chose, le Made in France et le débat. J'ai bien vu que vous voulez pas trop aller sur le terrain politique, mais vu qu'on en parle beaucoup et que c'est dans l'actualité, le Made in France, dans ces cas-là, ça veut rien dire. Le Made in France veut dire quelque En chose dans la France, mesure où vous exportez à partir d'une oui, base française. Le Made par une entreprise ouais, française, qui est le cas de Valeo, mmh, ça a un sens. mmh, Et je crois que le succès de Valeo est un succès dans la mesure où, d'une base française, d'un équipementier français, nous sommes devenus un équipementier reconnu en Allemagne, donc un équipementier allemand, nous sommes un équipementier d'Amérique du Nord. Notre vrai défi dans les années qui viennent, c'est de devenir un équipementier japonais, un équipementier coréen en Corée, un équipementier chinois en Chine. mmh. Et à partir d'une base française, d'une recherche en France, d'une production aussi en France, d'une production en Europe assez forte, nous serons devenus un équipementier vraiment mondial. On est un équipementier mondial. Mmh. Et je crois que c'est bien et pour la France et pour une entreprise française. Alors, il y a quand même une annonce qui secoue le monde de l'automobile ces derniers jours, c'est GM et PSA. Je ne vous demande pas de commenter ou de me dire si vous avez plus d'informations que ce qu'on lit dans la presse, c'est pas le problème, Jacques Chambrois, mais simplement, la question que je me pose, c'est que est-ce qu'on n'est pas justement là aujourd'hui à un tournant dans le secteur automobile, avec des rapprochements entre grands acteurs, donc une limitation du nombre d'acteurs automobiles, parce qu'on va faire des économies d'échelle, notamment dans les équipements, et donc pour vous, un problème qui est que vous allez avoir face à vous moins de clients possibles. Alors, il y a une espèce de paradoxe. L'industrie et la vocation de l'industrie, c'est de se concentrer. Mais quand vous regardez dans le détail, il y a aujourd'hui plus de constructeurs automobiles qu'il y avait il y a 10 ans. Parce qu'il y a les constructeurs automobiles chinois, Mm. dont certains d'entre eux croissent assez vite. Qui aurait cru qu'une entreprise comme Geely rachète Volvo, Mm. pardon, et des entreprises indiennes qui auraient cru que Tata rachète Jaguar Land Rover. Donc il y a un paysage des constructeurs automobiles qui s'est élargi. Quand je vous disais tout à l'heure qu'il faut qu'on devienne un équipementier chinois, il Mm. y a des clients en Chine, des clients chinois en Chine qu'il faut qu'on adresse. Ils ne représentent aujourd'hui dans notre chiffre d'affaires en Chine que 20 à 30% de notre chiffre d'affaires. Ils représentent plus de 45% du marché chinois. Il faut que ces clients-là soient des clients de Valeo et qu'on soit leur fournisseur stratégique. Donc il y a un rapprochement, qu'il y ait des discussions, qu'il y ait des optimisations entre nos clients, ça a toujours existé. Mm. Il y a des coopérations entre PSA, BMW, il y a des coopérations entre PSA et Fiat, entre PSA et Ford, entre l'alliance Renault-Nissan et Daimler. Ce sont des choses qui ont existé. Il se trouve aujourd'hui que l'industrie, les équipementiers, des équipementiers est beaucoup plus concentrée que l'industrie des OEM. C'est un trend naturel. Et c'est pour ça que j'ai une obsession absolue, c'est de diversifier notre positionnement Mm. géographique. Vous aviez l'air de considérer que 20% en France, c'était pas assez. Je crois que c'est une des forces de Valeo Oui, d'être, comme je vous le disais, oui, très présent dans les oui. différents marchés du monde. Et c'est une force de Valeo d'être très équilibré dans son portefeuille client et d'avoir accès à tous ses clients mondiaux. Un dernier mot sur les matières premières, parce que c'est un enjeu majeur pour Valeo, évidemment. Parce que ça a une influence sur les matières plastiques, ça a une influence sur les aluminiums et autres. Comment est-ce qu'on arrive à jouer avec cette flambée des matières premières qu'on a connue au cours des derniers mois sans pouvoir répercuter massivement parce que vous êtes entre marteau et l'enclume
et que vous ne pouvez pas répercuter ça sur les prix que vous faites à vos clients? Alors, le coût des matières premières est un vrai sujet. C'est un sujet pour nous, c'est un sujet pour nos clients, quand on regarde l'évolution du prix des matières premières, finalement, quand on compare ce que peut être 2012 avec ce que peut-être a été 2011, c'est Mmh. probablement une stabilité, mais une très forte volatilité. Dans les contrats que nous avons avec les clients, sur un certain nombre de matières premières, il y a la possibilité de passer une partie de l'augmentation des coûts sur nos clients. C'est ce qu'on appelle Mmh. en anglais malheureusement des pass-through, qui sont respectés par nos clients, qui sont très importants sur les matières premières, les métaux non ferreux comme le cuivre et l'aluminium, un peu moins importants sur l'acier, et pratiquement négligeables, même si ça augmente sur les matières plastiques. Le fait de pouvoir répercuter une partie, de l'augmentation des coûts de matières premières est clé dans nos contrats avec les clients. Et comment faire en sorte qu'on le gère? Ça peut se faire que par 2 méthodes: augmenter notre chiffre d'affaires en réduisant notre point mort, augmenter Mmh. notre chiffre d'affaires et les produits nouveaux. C'est en ayant une forte innovation, en apportant des produits nouveaux, sur le marché, on avait présenté, même si dans quelques jours il y a le salon de Genève, on avait présenté à Francfort, Mmh. une voiture qui va se garer tout seul. Oui. C'est quelque chose qui est spectaculaire, qui montre que Valeo a de l'avance par rapport à ses concurrents sur, cette capacité à conduire ou à diriger des voitures en milieu urbain à faible vitesse, ou alors dans d'autres domaines, que ce soit l'hybride bas coût, Mmh. on a présenté des hybrides à bas coût, ou alors dans l'éclairage, des éclairages LED qui permettent d'un côté de réduire les consommations électriques et de l'autre d'avoir une capacité de ce design extrêmement diversifiée. Il faut apporter des produits nouveaux et il faut croître absolument pour réussir à compenser l'augmentation des prix des matières premières. Merci Jacques Aschenbroich, directeur général de Valeo. Merci.